Le reflet qui fixait Madison Harper depuis le miroir en pied de son appartement de West Hollywood montrait une femme qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Âgée de 26 ans, mesurant 1,75 mètres, avec une ossature que les photographes qualifiaient de hors éditorial. Madison avait passé les 4 dernières années à se construire une carrière de mannequin qui semblait glamour de l'extérieur, mais qui lui semblait de plus en plus vide à l'intérieur. Elle ajusta la robe de cocktail noire qu'elle avait empruntée à sa colocataire, une autre mannequin nommée Sienna, qui se trouvait actuellement à Milan pour la Fashion Week, et se demanda pourquoi elle avait accepté d'aller à cette fête à l'hôtel. Le téléphone de Madison vibra sur la commode. C'était un SMS de son agent, Carol Mendez, la femme qu'il avait découverte alors qu'elle travaillait dans un café de sa ville natale de Charlotte, en Caroline du Nord, et qu'il avait convaincu de déménager à Los Angeles pour devenir mannequin. Le message disait « Tu dois te montrer ce soir. Des professionnels du secteur seront présents, réseautent, sourient. Décroche des contrats, c'est comme ça que ça marche. » Madison soupira et répondit par un simple emoji, pouce levé. Carol avait raison, bien sûr. Dans le monde du mannequinat, la visibilité était primordiale. Vous pouviez être la plus belle femme de la pièce, mais si vous n'étiez pas au bon endroit au bon moment, vous n'étiez personne. Et ces derniers temps, Madison avait l'impression de n'être personne. Les contrats se faisaient plus rares, les clients moins prestigieux. À 26 ans, on lui disait déjà qu'elle était trop âgée pour la haute couture et qu'elle devrait envisager de se tourner vers le mannequinat commercial ou le mannequinat fitness. La fête avait lieu au Château Rosewood, un hôtel-boutique de West Hollywood qui accueillait les professionnels du monde du spectacle. Une marque de soins de la peau lançait une nouvelle gamme de produits et avait invité des mannequins, des influenceurs, des photographes et divers professionnels du secteur pour célébrer l'événement. Madison avait assisté à des dizaines d'événements de ce type au fil des ans. Ils suivaient tous le même scénario. Des boissons hors de prix, de la nourriture médiocre servie dans de minuscules assiettes et des conversations qui ressemblaient plus à des transactions qu'à des échanges humains. Elle est arrivée à 21h30, avec un retard calculé, mais pas trop tard pour ne pas manquer les personnes importantes. Le toit terrasse était déjà bondé de belles personnes vêtues de vêtements coûteux, toutes tenant des coupes de champagne et feignant d'être plus intéressées qu'elles ne l'étaient réellement. Madison a pris un verre de Prosecco à un serveur qui passait et a scruté la salle à la recherche de personnes qu'elle connaissait. « Madison Harper, c'est toi ?» Une voix l'interpella derrière elle. Elle se retourna et vit Trevor Young, un photographe de mode avec lequel elle avait travaillé environ 1 an auparavant sur un shooting pour une marque de vêtements de luxe. Trevor était talentueux, mais réputé pour être difficile, connu pour faire changer plusieurs fois de tenue aux mannequins et leur demander des poses spécifiques qui les laissaient souvent épuisés physiquement. « Trevor, bonjour », dit Madison en forçant son enthousiasme. « Comment vas-tu » Ils discutèrent quelques minutes de leurs projets récents et de leurs connaissances communes dans le milieu. Trevor mentionna qu'il travaillait sur une campagne pour une grande marque de vêtements de sport et qu'il recherchait de nouveaux visages. Madison ressentit cette familiarité entre espoir et désespoir qui accompagnait chaque opportunité d'emploi potentielle. Elle lui donna sa carte et lui dit de demander à ses collaborateurs d'appeler les siens, même si tout le monde savait qu'elle accepterait le poste quelles que soient les conditions. À 11h, Madison avait parlé à au moins une douzaine de personnes, dont elle aurait oublié la plupart des noms dès le lendemain matin. Elle envisageait de partir lorsqu'elle remarqua un homme debout, seul, près du bar, qui semblait légèrement déplacé parmi la foule très sociable. Il était grand, probablement au début de la trentaine, avec des cheveux foncés et un visage intéressant, beau sans être conventionnellement joli. Il portait un jean foncé et une chemise bleu marine ajustée, et il tenait un appareil photo, un canon d'aspect professionnel équipé d'un objectif sérieux. Madison se surprit à marcher vers lui, attirée par le fait qu'il semblait aussi mal à l'aise qu'elle à cette fête. Lorsqu'elle s'approcha, il leva les yeux et lui sourit. Un sourire sincère qui illuminait son regard et le rajeunissait. « Vous n'êtes pas fan de ce genre de choses non plus ?» demanda Madison en désignant la foule autour d'eux. L'homme rit. « Ça se voit autant que ça ?»
Je suis généralement plus à l'aise derrière l'appareil photo que devant les gens. Vous êtes photographe? Demanda Madison, même si l'appareil photo rendait cela assez évident. Alexander Novak, dit-il en lui tendant la main. Et oui, je fais principalement des photos éditoriales et commerciales. Mode, beauté, quelques contenus lifestyle. Je suis ici pour couvrir l'événement pour les réseaux sociaux de la marque. Mais honnêtement, je préférerais être ailleurs. Madison lui serra la main et se présenta. La poignée de main d'Alexander était ferme mais pas agressive, et il maintenait un contact visuel qui semblait attentif plutôt qu'intense. Ils discutèrent pendant les 20 minutes suivantes de photographie, de mannequinat, de la superficialité des événements du secteur et de leur sentiment commun d'être des outsiders dans un monde qui exigeait des performances constantes. « Je peux être honnête avec vous ?» demanda Alexander en se penchant légèrement vers elle pour qu'elle puisse l'entendre malgré la musique. « Je vous ai remarqué dès que vous êtes entré. Vous avez une qualité que la plupart des mannequins n'ont plus. Vous semblez réel, comme une personne réelle plutôt qu'une publicité ambulante. » Madison sentit qu'elle rougissait. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait fait un compliment qui semblait sincère plutôt que transactionnel. « Merci. C'est en fait l'une des choses les plus gentilles que l'on m'ait dites depuis longtemps. » Alexander sortit son téléphone et fit défiler quelques photos. « C'est le genre de travail que je veux vraiment faire, » dit-il en lui montrant des images qui semblèrent sortir tout droit de magazines de mode haut de gamme. L'éclairage était spectaculaire, les compositions saisissantes, et les mannequins avaient l'air puissants plutôt que décoratifs. Mais il est difficile de trouver des clients qui comprennent cette vision. Tout le monde veut du sûr, du commercial, de l'ennuyeux. Ils continuèrent à discuter, et Madison se surprit à apprécier sincèrement la conversation. Alexander lui posa des questions réfléchies sur sa carrière, ses aspirations, ce qui l'avait amené à Los Angeles depuis la Caroline du Nord. Il lui raconta son enfance à Boston, ses études de photographie à la Rhode Island School of Design et ses difficultés à se faire un nom dans un secteur saturé de talents cherchant à percer. Vers minuit, Alexander a suggéré qu'il quitte la fête et aille manger dans un restaurant qu'il connaissait à Silver Lake. Madison a hésité un instant avant d'accepter. Elle a envoyé un SMS à Sienna, qui était toujours à Milan, pour lui faire savoir qu'elle quittait la fête avec un photographe nommé Alexander Novak, au cas où. Sienna a répondu par une série d'émojis et un message disant « Vas-y ma fille, envoie-moi un SMS si tu as besoin d'un plan de secours. » Le restaurant était exactement le genre d'endroit que Madison adorait, mais où elle ne se rendait plus que rarement. Des banquettes en vinyle rouge, un sol en damier, des serveuses qui appelaient tout le monde « chérie » et un menu proposant des petits déjeuners servis toute la journée. Ils commandèrent des gaufres et du café et discutèrent pendant 2 heures de tout, de leurs livres préférés à leurs pires désastres relationnels. « J'ai une confession à te faire », a déclaré Alexander alors qu'ils finissèrent leur café. « Je t'ai cherché sur Internet pendant que tu étais aux toilettes. Ton compte Instagram est impressionnant. Tu as travaillé avec de grandes marques. » Madison a ri. « Laisse-moi deviner, tu as aussi remarqué que je n'ai rien posté d'important depuis environ 3 mois? Les dieux des algorithmes ne m'ont pas été favorables ces derniers temps. En fait, j'ai remarqué que tes dernières publications semblaient moins toi. Comme si tu faisais ce que tu penses que les gens veulent voir, plutôt que ce que tu veux vraiment partager. » Cette observation était si juste qu'elle la piqua un peu. Madison ressentait exactement la même chose, mais ne l'avait même pas exprimée à elle-même. « Tu as raison. Je pense que je suis juste fatigué de jouer un rôle tout le temps. C'est épuisant, tu sais. » Alexander acquiesça. « Je comprends. C'est pourquoi j'aimerais te faire une proposition. Je suis en train de constituer un portfolio pour une exposition dans une galerie à laquelle j'aimerais participer. Le thème est l'authenticité dans un monde artificiel. J'ai besoin de modèles qui savent se montrer vulnérables devant l'objectif, qui savent exprimer de vraies émotions au lieu de simplement prendre la pose. Serais-tu intéressé par une collaboration? » L'instinct de Madison était de dire oui immédiatement, mais des années de travail dans un secteur rempli de prédateurs lui avaient appris à être prudente. En quoi consisterait la séance photo? Et quelle serait la rémunération?
Ce serait un accord TFP, du temps contre des tirages, expliqua Alexander. Je sais que ce n'est pas idéal, mais je ne gagne pas d'argent avec ce projet non plus. C'est purement artistique. Quant au contenu, je pense à une lumière naturelle, un maquillage minimaliste, des lieux réels plutôt que des studios. Je veux vous photographier tel que vous êtes, sans que vous jouiez le rôle d'un mannequin. Ils échangèrent leurs numéros et convinrent de se revoir plus tard dans la semaine pour discuter du concept plus en détail. Alexander insista pour payer le dîner, et lorsqu'il raccompagna Madison à sa voiture, il n'essaya pas de l'embrasser ni d'aller au-delà de la collaboration professionnelle dont ils avaient discuté. Cette retenue a renforcé la confiance de Madison. Au cours des 3 jours suivants, Alexander lui a envoyé de nombreux SMS. Pas de manière excessive, mais suffisamment pour montrer qu'il souhaitait apprendre à la connaître en tant que personne. Il lui a envoyé des exemples de photographes dont le travail l'inspirait, lui a demandé son avis sur différents concepts pour la séance photo, et lui a fait part de ses observations amusantes sur l'absurdité de la scène créative de Los Angeles. Le jeudi soir, ils se sont retrouvés autour d'un café à Los Feliz pour planifier la séance photo en détail. Alexander est arrivé avec un cahier rempli de croquis et de moodboards, et Madison a été impressionné par le sérieux avec lequel il prenait le projet. Ils ont discuté pendant des heures de leur vision, et Madison s'est surprise à se confier sur ses insécurités et ses frustrations professionnelles, comme elle le faisait rarement avec quelqu'un. « Je veux montrer la personne derrière l'image », a déclaré Alexander, la femme qui a des rêves et des peurs et qui ne se sent pas toujours belle, même si tout le monde lui dit qu'elle l'est. C'est l'histoire que je veux raconter. À la fin de leur rencontre, Madison avait accepté de faire la séance photo. Ils l'ont programmée pour le samedi après-midi dans un loft du quartier des Arts, auquel Alexander disait avoir accès grâce à un ami. Il lui a dit d'apporter des vêtements dans lesquels elle se sentait à l'aise plutôt que glamour, et de ne pas s'inquiéter pour sa coiffure et son maquillage, car le naturel était préférable. Ce soir-là, Madison s'est couchée, partagée entre l'excitation et la nervosité. Elle avait fait des centaines de séances photos au fil des ans, mais celle-ci semblait différente. Alexander semblait différent. Il y avait quelque chose en lui qui semblait authentique dans un monde où tout le monde jouait un rôle. Elle s'est endormie en pensant que cette collaboration mènerait peut-être à quelque chose de plus que de simples photos. Peut-être mènerait-elle au genre de connexion qui lui manquait. Ce que Madison ne savait pas et ne pouvait pas savoir, c'est qu'Alexander Novak n'était pas celui qu'il prétendait être. L'appareil photo qu'il portait était bien réel, et il savait s'en servir, mais toute sa personnalité était un mensonge soigneusement construit, destiné à identifier les femmes vulnérables dans le milieu du mannequinat. Des femmes fatiguées, seules et désespérées de trouver quelqu'un qui les verrait comme plus qu'un simple visage et un corps. Des femmes qui lui feraient suffisamment confiance pour baisser leur garde. Des femmes qu'il serait facile de droguer, de transporter et de vendre à des acheteurs prêts à payer le prix fort pour des mannequins américaines. Et Madison Harper, avec sa carrière en déclin et sa soif de relations humaines authentiques, était exactement le genre de cible qu'Alexander recherchait. Le samedi arriva avec un temps parfait à Los Angeles, qui rappela à Madison pourquoi elle avait déménagé ici au départ. Un ciel bleu limpide, une température avoisinant les 25 degrés Celsius, une brise légère qui ressemblait plus à une suggestion qu'à un véritable vent. Elle passa la matinée à un cours de yoga à Silver Lake, essayant de calmer l'énergie nerveuse qui s'était accumulée depuis son réveil. Cette séance photo avec Alexander lui semblait importante, d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer, comme si cela pouvait être le début de quelque chose qui pourrait changer le cours de sa carrière en perte de vitesse. Madison avait préparé un sac avec les vêtements qu'Alexander lui avait suggérés, des jeans qui lui allaient vraiment, au lieu de pendre sur sa silhouette comme l'exigeait la haute couture, quelques pulls doux, un t-shirt blanc qui avait été lavé tellement de fois qu'il était aussi doux que de la soie sur sa peau. Elle avait laissé sa trousse de maquillage professionnel à la maison et n'avait emporté que du mascara et du baume à lèvres. L'idée d'être photographiée sans l'armure d'un maquillage parfait lui semblait à la fois terrifiante et libératrice. Le loft dont Alexander avait parlé se trouvait dans un entrepôt reconverti du quartier des Arts,
Le genre d'espace qui avait probablement été utilisé pour la fabrication, il y a des décennies, avant d'être transformé en studio de vie et de travail, pour les artistes et les créatifs. Madison trouva une place de parking dans la rue et envoya un SMS à Alexander pour lui dire qu'elle était arrivée. Il répondit immédiatement « 3e étage, appartement 308. La porte est ouverte. Monte. » L'ascenseur du bâtiment était ancien et lent, ce qui donna à Madison le temps de vérifier son reflet dans les portes métalliques rayées. Elle avait l'air différente sans sa préparation habituelle pour les séances photos. Plus jeune peut-être. Plus semblable à la jeune fille qui avait quitté Charlotte 4 ans auparavant avec le rêve de devenir un mannequin à succès. L'appartement 308 avait une lourde porte industrielle qui s'ouvrait sur un immense espace ouvert avec un sol en béton, des murs en briques apparentes et des baies vitrées qui laissaient entrer une lumière naturelle abondante. Alexander était déjà là, en train d'installer son matériel dans le coin près des fenêtres. Il avait plusieurs appareils photos sur des trépieds, des réflecteurs positionnés pour renvoyer la lumière, et ce qui semblait être du matériel d'enregistrement audio professionnel. « Waouh, c'est magnifique !» s'exclama Madison en admirant l'espace. « Ton ami a très bon goût. » Alexander leva les yeux et sourit. « N'est-ce pas? Cela fait des mois que je veux faire des photos ici. La lumière est parfaite l'après-midi. » Il s'approcha d'elle et la serra brièvement dans ses bras, une salutation décontractée qui semblait naturelle plutôt que présomptueuse. « Comment te sens-tu? Tu es nerveuse? » « Un peu, » admit Madison. « J'ai fait des centaines de séances photos, mais celle-ci est différente, plus personnelle, je suppose. » « C'est exactement ce que je veux, » dit Alexander. « Je veux que tu oublies ma présence. Sois toi-même, bouge naturellement, et je capturerai tout ce qui se passe. Pas de pause, pas de direction. Juste toi dans cet espace. » Ils commencèrent doucement. Madison enfila son jean et son t-shirt blanc dans une petite salle de bain dans un coin du loft, et lorsqu'elle ressortit, Alexander était prêt avec son appareil photo. Il la photographia en train de se promener dans la pièce, de regarder par la fenêtre, de s'asseoir par terre, le dos appuyé contre le mur de briques. Il parlait à peine, murmurant seulement de temps en temps des encouragements. « Magnifique. Oui, c'est parfait. » Au bout d'1 heure environ, Alexander a suggéré de faire une pause. Il avait apporté des sandwichs achetés dans une épicerie fine voisine et 2 bouteilles d'eau gazeuse. Ils se sont assis par terre près des fenêtres, mangeant et discutant des photos qu'ils avaient prises jusqu'à présent. Alexander lui a montré certaines des images sur l'écran de son appareil photo, et Madison a été surprise par ce qu'elle a vu. Elle semblait plus douce que dans son travail professionnel, plus vulnérable mais aussi plus réelle. « Elles sont incroyables, » dit-elle. « Vous avez vraiment l'œil pour ça. » Alexander avait l'air ravi. « Vous êtes un sujet facile. Vous avez quelque chose que la plupart des mannequins n'ont plus, une âme qui transparaît dans les images. » Ils discutèrent encore pendant une demi-heure, et Madison se surprit à partager des choses dont elle parlait rarement avec qui que ce soit. Sa relation compliquée avec sa mère, qui avait elle-même échoué dans le mannequinat et vivait par procuration à travers la carrière de Madison. Sa crainte d'avoir gâché sa vingtaine à courir après une industrie qui ne l'appréciait pas vraiment en tant que personne. Sa solitude dans une ville pleine de gens qui ne voulaient la connaître que pour son apparence. Alexander l'écoutait sans la juger, posant parfois des questions qui montraient son intérêt sincère. Il lui a fait part de ses propres difficultés, avoir grandi avec des parents qui voulaient qu'il devienne médecin ou avocat, les années d'instabilité financière pendant lesquelles il essayait de se lancer dans la photographie, les relations qui avaient échoué parce qu'il était trop concentré sur son travail. « J'ai une idée », a déclaré Alexander alors qu'ils finissaient leur sandwich. « Et si nous faisions des clichés plus conceptuels? Je pense à une série où tu serais confiné dans un petit espace, représentant la façon dont l'industrie t'enferme, te limite. Nous pourrions utiliser l'une de ces mallettes là-bas. » Il désigna une grande mallette noire dans le coin qui semblait avoir été conçue pour transporter du matériel photographique. Madison ressentit une légère hésitation, mais ne parvint pas à en identifier la raison. « Tu veux dire, moi assise dans la mallette ? » « Exactement.
On la laisserait ouverte, évidemment. Mais l'image de toi dans cet espace confiné, regardant vers l'extérieur, pourrait être très puissante. Une métaphore du désir de se libérer des contraintes. Le concept avait un sens artistique, et Madison avait déjà fait des choses plus étranges pour des séances photos. Elle s'était suspendue à des harnais, avait été enterrée jusqu'au cou dans le sable, avait posé sous l'eau dans une piscine glaciale. Une mallette d'équipement était bien plus sage en comparaison. « D'accord, dit-elle. Essayons. » Alexander tira la mallette au milieu du loft et l'ouvrit. Elle était plus grande que Madison ne l'avait imaginé, mesurant environ 20 mètres de long et 90 cm de large, et était rembourrée de mousse. « Allez-y, asseyez-vous à l'intérieur. Je vais me placer sous différents angles et nous verrons ce qui fonctionne. » Madison entra dans la mallette et s'assit, ramenant ses genoux contre sa poitrine. La mousse était étonnamment confortable, et la mallette était suffisamment profonde pour que, lorsqu'elle s'assit, seule sa tête et ses épaules dépassent du bord. Alexander fit le tour d'elle avec son appareil photo, prenant des clichés sous différents angles. « C'est parfait. Maintenant, regardez-moi. Détournez le regard, baissez les yeux. Parfait. Vous êtes doué pour ça. » Ils travaillèrent encore 20 minutes avec Madison dans différentes positions à l'intérieur de la caisse. Puis Alexander lui suggéra de s'allonger complètement à l'intérieur. « Je veux essayer quelques clichés pris directement au-dessus, en te regardant de haut. Ça sera saisissant. » Madison s'allongea à l'intérieur de la caisse, sentant le rembourrage en mousse contre son dos. De cette position, elle ne pouvait voir que le plafond et le visage d'Alexander lorsqu'il se penchait pour la regarder à travers l'objectif de l'appareil photo. « C'est parfait, dit-il. Ne bouge pas pendant une seconde. Je dois régler l'éclairage. » Madison l'entendit s'éloigner, entendit le bruit du matériel qu'il déplaçait. Puis elle entendit quelque chose qui fit hurler son instinct, même si son esprit rationnel essayait de le rejeter. Le bruit d'un bouchon que l'on dévisse d'une bouteille, d'un liquide que l'on verse. « Hé, j'ai apporté quelque chose pour fêter ça, » dit Alexander d'une voix qui venait de quelque part hors de son champ de vision. « Tout se passe très bien. Faisons une autre pause et trinquons à notre collaboration fructueuse. » Il apparut au-dessus d'elle, tenant 2 petits verres remplis d'un liquide ambré. « Je sais qu'il est tôt, mais c'est un bon whisky. C'est ma façon de te remercier de m'avoir fait confiance pour ce projet. » Madison commença à se redresser, mais Alexander posa doucement une main sur son épaule. « Restez là pour un dernier verre. Buvez pendant que vous êtes dans la vitrine. Le contraste entre l'enfermement et la fête sera magnifique. » Tout dans le corps de Madison lui disait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi. Alexander avait toujours été professionnel et gentil. Ce n'était qu'un verre, une simple célébration d'un travail bien fait. Elle était paranoïaque. Elle prit le verre et le porta à ses lèvres. Le whisky brûlait en descendant, plus fort que Madison ne l'avait prévu. Elle n'était pas une grande buveuse, et le goût était plus fort que tout ce qu'elle consommait habituellement. Alexander se tenait toujours au-dessus d'elle, son propre verre levé en guise de toast, souriant de la même manière chaleureuse qu'il avait souri tout l'après-midi. « Un nouveau départ, » dit-il, et il vida son verre d'un trait. Madison prit une autre gorgée, essayant de partager son enthousiasme, mais quelque chose dans le liquide lui semblait anormal. Il avait un arrière-goût amer sous la brûlure de l'alcool, quelque chose de chimique qui lui engourdissait légèrement la langue. Elle commença à se redresser, voulant sortir de la vitrine, mais la main d'Alexander se posa à nouveau sur son épaule, plus fermement cette fois. « Encore un verre comme celui-ci, » dit-il. « La lumière est parfaite en ce moment. Finis ton verre et regarde-moi. Fais-moi confiance, ça va être magnifique. » Madison but le reste du whisky parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Son instinct lui criait de ne pas le faire, mais son conditionnement social était plus fort. Elle ne voulait pas être impolie. Elle ne voulait pas paraître ingrate. Alexander avait été si gentil, si professionnel. Elle était probablement juste paranoïaque. Au bout de 2 minutes, elle comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Le loft se mit à pencher et à tourner, alors qu'elle était allongée à plat. Ses membres lui semblaient incroyablement lourds, comme s'ils étaient faits de béton plutôt que de chair et d'os. Elle essaya de parler,
de dire à Alexander qu'elle ne se sentait pas bien, mais sa langue refusait de former correctement les mots. Qu'est-ce que... parvint-elle à articuler. Le visage d'Alexander réapparut au-dessus d'elle, mais il semblait différent à présent. La chaleur avait disparu de ses yeux, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Ne résiste pas, Madison. Ce sera plus facile si tu te laisses aller. Tu vas dormir pendant un moment, et quand tu te réveilleras, tu seras dans un nouvel endroit. Un endroit où ta véritable valeur sera enfin appréciée. Madison essaya de bouger, essaya de sortir de la mallette, mais son corps ne répondait pas à ses ordres. Elle ne pouvait bouger que ses yeux, regardant avec horreur Alexander disparaître de sa vue et revenir avec le couvercle de la mallette. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'envahisse fut son visage, complètement dénué d'émotion, alors qu'il fermait le couvercle et qu'elle entendait le clic mécanique des loquets qui se verrouillaient. La panique l'envahit, alors même que la drogue la plongeait dans l'inconscience. Elle était piégée. Elle était dans une boîte. Elle ne pouvait ni bouger, ni crier, ni respirer correctement. Le rembourrage en mousse qui lui semblait confortable quelques minutes auparavant lui semblait désormais étouffant, la pressant de tous côtés. Elle essaya de frapper contre les parois de la mallette, mais ses bras bougeaient à peine. Madison pouvait entendre des bruits provenant de l'extérieur de sa prison. La voix d'Alexander, calme et professionnelle, parlant à quelqu'un au téléphone. Le colis est prêt à être transporté. Même arrangement que précédemment. De LAX à Istanbul, puis transport terrestre jusqu'à la destination finale. Elle est sous sédatif, attachée, aucune complication. Elle essaya de crier, mais ne parvint qu'à émettre un faible gémissement qu'elle entendait à peine. Le médicament prenait le dessus, la plongeant dans l'obscurité malgré ses tentatives désespérées pour rester consciente. Sa dernière pensée cohérente fut pour Sienna, toujours à Milan, qui savait qu'elle était avec Alexander Novak, mais qui ne s'inquiéterait pas avant plusieurs jours. D'ici là, Madison pourrait être n'importe où dans le monde. Lorsque Madison reprit conscience, elle n'avait aucune idée du temps qui s'était écoulé. Elle était toujours dans la valise, toujours incapable de bouger correctement, mais maintenant, il y avait du mouvement. Elle était transportée, roulée sur ce qui semblait être un sol lisse. Elle pouvait entendre le bruit ambiant d'un grand espace, des annonces par haut-parleur qu'elle ne distinguait pas très bien, le bourdonnement général de nombreuses personnes réunies au même endroit. Un aéroport. Elle était dans un aéroport. La terreur traversa le brouillard résiduel des médicaments. Elle essaya de bouger, de faire du bruit, de faire quoi que ce soit, qui alerterait quelqu'un du fait qu'un être humain était piégé à l'intérieur de cette valise. Mais son corps refusait toujours de coopérer. Le sédatif qu'Alexander lui avait administré l'avait laissée consciente mais paralysée, capable d'entendre et de penser mais incapable d'agir. Elle entendit la voix d'Alexander, amicale et professionnelle, parler à quelqu'un. « Juste du matériel photographique. Je suis photographe commercial, je me rends à Istanbul pour un shooting. Tout le matériel est correctement emballé. » Une autre voix, plus officielle. « La valise est assez grande, nous allons devoir l'inspecter. » Le cœur de Madison se gonfla d'un espoir désespéré. Ils allaient ouvrir la valise. Quelqu'un allait la voir. Quelqu'un allait l'aider. Mais la réponse d'Alexander fut calme et assurée. « Bien sûr, je comprends. Mais je dois vous signaler que certains de ces équipements sont extrêmement sensibles à la lumière. Si vous devez les inspecter, nous devrons le faire dans une pièce sombre. Sinon vous risquez d'endommager du matériel valant plusieurs milliers de dollars. J'ai tous les documents nécessaires, le pré-contrôle TSA, les reçus pour tout. » Une pause. Madison hurla dans sa tête, suppliant l'agent d'ouvrir la valise quand même, de la sauver. « Tout semble en ordre, » dit la voix officielle. « Bon vol. » La valise se remit en mouvement. Madison sentit des larmes couler sur son visage, immédiatement absorbée par le rembourrage en mousse pressé contre ses joues. Personne ne venait la sauver. Elle traversait un aéroport américain, passait les contrôles de sécurité, dépassait des dizaines de personnes dont le travail était d'assurer la sécurité des passagers, et personne ne savait qu'elle était là. La valise fut soulevée et placée sur ce qui devait être un tapis roulant. Madison sentit le mouvement mécanique, entendit les bruits industriels du traitement des bagages,
Puis elle fut à nouveau soulevée, transportée, et les bruits se transformèrent en ceux caractéristiques de la soute d'un avion. Elle était dans un avion. Alexander l'avait mise dans un avion à destination d'Istanbul et personne ne l'avait arrêtée. Madison avait pris l'avion des centaines de fois au cours de sa carrière de mannequin, mais jamais comme ça. Jamais comme une marchandise, piégée et impuissante dans une boîte, transportée vers une destination qu'elle n'avait pas choisie. La soute était froide, et alors que les moteurs de l'avion rugissaient, elle ressentit la sensation familière du décollage sous un angle totalement inconnu. Alors que l'avion prenait de l'altitude, Madison essayait de rester consciente, essayait de trouver un moyen de s'échapper. Mais les drogues étaient toujours dans son organisme, et la terreur était accablante. Elle perdait et reprenait conscience, parfois certaine qu'elle était en train de mourir, parfois incapable de se souvenir où elle était ou comment elle était arrivée là. L'avion atterrit avec une secousse qui ramena Madison à pleine conscience. Son corps était endolori d'avoir été confiné dans la même position pendant ce qui devait être plus de 12 heures. La soute était glaciale et elle avait perdu toute sensation dans les jambes. Elle pouvait entendre les bruits de l'avion roulant sur le tarmac, les moteurs ralentissant, puis les bruits mécaniques des portes de la soute s'ouvrant. La lumière envahit soudainement l'espace et Madison entendit des voix parler dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Du turc, supposa-t-elle, bien que ses connaissances en géographie fussent floues, et son esprit encore embrumé par les médicaments. La valise fut soulevée et déplacée, et elle se sentit transportée sur ce qui semblait être du tarmac, puis dans un bâtiment où l'acoustique changea pour devenir celle d'un espace clos. Enfin, après ce qui lui sembla une éternité, elle entendit les loquets de la valise s'ouvrir. Le couvercle s'ouvrit et Madison plissa les yeux face à la lumière, ses yeux ayant du mal à s'adapter après des heures passées dans l'obscurité. Un visage apparut au-dessus d'elle, celui d'une femme d'une 50aine d'années aux cheveux noirs sévèrement tirés en arrière, qui regardait Madison avec le détachement de quelqu'un qui évalue une marchandise. « Sortez-la !» dit la femme dans un anglais teinté d'accent. « Vite, avant que quelqu'un ne nous voie. » Des mains saisirent Madison brutalement et la tirèrent hors de la valise. Ses jambes ne pouvaient plus la soutenir, et elle s'effondra sur le sol en béton. Elle se trouvait dans une sorte d'entrepôt ou de local de stockage, sans fenêtre, et éclairée par des néons aveuglants. D'autres caisses étaient empilées dans la pièce, et Madison se demanda avec horreur si certaines d'entre elles contenaient d'autres femmes. La femme s'accroupit à côté d'elle. « Je m'appelle Aileen. Tu feras exactement ce que je te dis, quand je te le dis, sinon tu auras mal. Tu comprends ?» Madison essaya de parler, mais sa gorge était trop sèche. Elle acquiesça faiblement. « Bien, tu as de la chance. Les Américaines se vendent très cher. Monsieur Demir t'a déjà payé. Il dirige un service d'escorte haut de gamme pour les hommes d'affaires fortunés d'Istanbul et de Dubaï. Si tu es intelligente, si tu coopères, ta vie ne sera pas si terrible. Si tu te débats, si tu essaies de t'échapper, tu disparaîtras et personne ne te retrouvera jamais. » Madison retrouva enfin sa voix. « S'il vous plaît, ma famille va me chercher. La police. » Aileen rit, un rire dur et sans humour. « Ta famille pense que tu travailles. Le photographe que tu as rencontré, Alexander, est très doué dans son travail. Il a déjà envoyé des messages depuis ton téléphone à ta colocataire, disant que tu avais accepté un travail de dernière minute en Europe et que tu serais absente pendant plusieurs semaines. Avant que quelqu'un ne se rende compte que quelque chose ne va pas, tu seras introuvable. » L'horreur de cette situation s'abattit sur Madison comme un seau d'eau glacée. Alexander avait tout planifié, avait accès à son téléphone, avait probablement étudié sa vie pendant des semaines avant de l'aborder à cette fête. L'exposition, la collaboration artistique, tout cela n'était que des mensonges destinés à la rendre seule et vulnérable. « Combien ?» demanda Madison. « À combien de femmes a-t-il fait ça ?» Aileen se leva. « Cela ne vous concerne pas. Nettoyez-la, » dit-elle à quelqu'un que Madison ne pouvait pas voir. « Monsieur Demir voudra inspecter son achat ce soir. » Deux hommes soulevèrent Madison et la transportèrent à moitié, la traînèrent à moitié à travers une porte jusqu'à une petite salle de bain.
Ils la laissèrent là, avec pour instruction de prendre une douche et d'enfiler les vêtements qui avaient été laissés pour elle. Une simple robe noire et des sandales. Madison resta longtemps sous l'eau chaude, essayant de comprendre ce qui lui arrivait, essayant d'élaborer un plan. Elle se trouvait à Istanbul, en Turquie, une ville qu'elle ne connaissait pas. Elle n'avait ni téléphone, ni argent, ni passeport. Elle ne parlait pas la langue. Même si elle parvenait à s'échapper de cet immeuble, où irait-elle? Mais l'alternative était d'accepter son sort, de devenir la propriété de ce monsieur Demir, d'être contrainte à une vie qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Madison s'est séchée et a enfilé la robe. Elle lui allait parfaitement, ce qui signifiait qu'Alexander avait donné ses mensurations exactes. Elle avait été sélectionnée, évaluée et vendue comme un produit. Et chaque détail avait été planifié avec précision. Quand elle est sortie de la salle de bain, Aileen l'attendait. « C'est beaucoup mieux. Maintenant je vais t'expliquer les règles. Tu seras conduite à la résidence de Monsieur Demir. Il voudra vérifier que tu es conforme à la description, en bonne santé, sans défaut. S'il est satisfait, tu commenceras ta formation pour ton nouveau travail. S'il n'est pas satisfait, tu seras vendu à quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins exigeant en matière de qualité. Tu comprends ?» Madison acquiesça, l'esprit en ébullition. Elle devait chercher des opportunités, repérer les failles dans leur sécurité, trouver un moment où elle pourrait s'enfuir ou appeler à l'aide. Ils la firent monter à l'arrière d'une berline sombre aux vitres teintées. L'un des hommes de tout à l'heure s'assit à côté d'elle, et Aileen prit place sur le siège passager avant. Alors qu'ils traversaient Istanbul, Madison aperçut la ville à travers les vitres. C'était le début de soirée. Les rues étaient encombrées de voitures et de piétons. Ils passèrent devant la mosquée bleue, dont les minarets s'illuminaient dans le ciel qui s'assombrissait, et Madison ressentit un décalage surréaliste entre la beauté de la ville et le cauchemar qu'elle vivait. La voiture finit par s'engager dans un quartier résidentiel huppé et s'arrêta devant une propriété clôturée. Les portes s'ouvrirent automatiquement, et ils remontèrent une longue allée jusqu'à un manoir moderne qui semblait tout droit sorti d'un magazine immobilier de luxe. C'était là que vivait Monsieur Demir, là où le nouveau propriétaire de Madison menait ses affaires. À l'intérieur, la maison était meublée de façon luxueuse, avec un mélange de design traditionnel turc et contemporain. Aileen conduisit Madison à travers plusieurs pièces, jusqu'à un bureau où un homme d'une 60aine d'années était assis derrière un grand bureau. Il était bien habillé, avait l'air distingué et examina Madison avec le même détachement qu'Aileen avait montré. « Elle est acceptable », dit-il en anglais avec un accent clair et cultivé. L'associé de Petrov a tenu ses promesses. 26 ans, mannequin professionnel, aucune famine à sa recherche. Elle vaut l'investissement. Petrov. Ce devait être le vrai nom d'Alexander, ou du moins le nom qu'il utilisait dans ce réseau. Madison enregistra cette information, espérant avoir un jour l'occasion de s'en servir. Monsieur Demir se leva et contourna son bureau. « Je dirige une entreprise sophistiquée, mademoiselle Harper. Mes clients sont des hommes puissants qui paient généreusement pour la discrétion et la qualité. Vous serez formé pour répondre à leurs attentes. Si vous êtes intelligente, vous accepterez votre situation et en tirerez le meilleur parti. Je ne coopérerai jamais, » dit Madison d'une voix plus forte qu'elle ne le ressentait. « Je me battrai chaque jour. » Monsieur Demir sourit, mais ses yeux restèrent impassibles. Elles disent tout ça au début. Mais vous apprendrez. Aileen, emmenez-la à la résidence. Commencez l'orientation demain. La résidence dont parlait Aileen ne faisait pas partie de la maison principale de Monsieur Demir, mais était un bâtiment séparé sur la propriété. Une ancienne maison d'hôte transformée en quelque chose, entre un dortoir et une prison. Aileen conduisit Madison par une entrée latérale et le long d'un couloir jusqu'à une pièce qui contenait un lit simple, une petite commode et des barreaux à la fenêtre. « Vous resterez ici cette nuit, » dit Aileen. « Demain, l'orientation commence. Je vous suggère de dormir et d'accepter la réalité. Se battre ne fait qu'empirer les choses. » Après le départ d'Aileen qui avait verrouillé la porte de l'extérieur, Madison s'assit sur le lit et se permit de pleurer pour la première fois depuis son réveil dans la mallette. Elle pensa à sa mère à Charlotte,
À Siena, à Milan qui croyait que Madison avait un travail légitime, à Carol, son agent, qui n'avait aucune idée que sa cliente avait été victime d'un trafic hors du pays. Elle repensa à tous les moments de la semaine écoulée où elle aurait pu faire des choix différents, où elle aurait pu voir les signes avant-coureurs qu'elle avait ignorés. Mais pleurer ne la sauverait pas. Madison se força à s'arrêter, à réfléchir de manière stratégique. Elle examina chaque recoin de sa chambre, à la recherche de tout ce qui pourrait lui servir d'arme ou d'outil. Les barreaux de la fenêtre étaient solides, installés par des professionnels. La porte était en bois massif et équipée d'un verrou. Mais la pièce elle-même lui donna des informations. Il y avait des marques sur les murs où les occupants précédents avaient griffonné des messages. Helena 2019. Aidez-nous. N'abandonnez pas. Madison n'était pas la première femme détenue dans cette pièce, ce qui signifiait qu'il y avait un système, un schéma. Les systèmes avaient des faiblesses. Elle dormit par intermittence cette nuit-là, se réveillant au moindre bruit. Le matin, Eileen revint avec une autre femme, plus jeune, peut-être au début de la vingtaine, qui semblait originaire du Moyen-Orient et évitait tout contact visuel. « Voici Leila », dit Eileen. « Elle t'expliquera comment les choses fonctionnent ici. Apprends d'elle. Elle a été assez intelligente pour survivre. » Après le départ d'Eileen, Leila s'assit sur le bord du lit de Madison et parla à voix basse. « Nous sommes 6 ici en ce moment. 2 viennent d'Ukraine, une de Moldavie, une du Maroc, moi de Syrie, et maintenant toi. On nous garde ici jusqu'à ce que les clients de M. Demire demandent quelqu'un en particulier. Ensuite, on nous envoie dans des hôtels, des maisons privées, parfois sur des yachts. On attend de nous que nous soyons parfaites, que nous ne causions jamais de problème. »« Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda Madison. « 14 mois. On m'avait promis un travail de traductrice. Au lieu de cela, je me suis retrouvée ici. Avez-vous essayé de vous échapper ?» Les yeux de Leila se remplirent de peur. « Une fille a essayé l'année dernière. Ils l'ont retrouvée au bout de 2 jours. Monsieur Demire nous a tous obligés à regarder ce qu'ils lui ont fait comme punition. Après ça, plus personne n'a essayé. » Madison se sentit mal, mais elle insista. « Et la police? L'ambassade américaine? Quelqu'un doit bien me rechercher. Monsieur Demire bénéficie d'une protection. La police, les fonctionnaires, les employés de l'aéroport. Nous sommes en Turquie. C'est comme ça que ça marche ici. Les puissants font ce qu'ils veulent. » Au cours des 3 jours suivants, Madison fut initiée à la routine de la résidence. Inspection matinale, formation à l'art du maquillage et à la présentation l'après-midi, soirée enfermées dans leur chambre. Les autres femmes étaient abattues, brisées par des mois ou des années de captivité. Madison comprit que si elle restait plus longtemps, elle deviendrait comme elle. La 4e nuit, Madison était allongée, éveillée, lorsqu'elle entendit des bruits inhabituels provenant de l'extérieur. Des voix élevées, le bruit de véhicules arrivant à grande vitesse, puis des coups de feu. Elle courut à sa fenêtre et vit le chaos dans la cour. Des hommes en tenue tactique prenaient d'assaut la propriété, certains portant des vestes sur lesquelles était inscrit « Police » en anglais et en turc. Eileen était plaquée au sol, les mains attachées derrière le dos. Monsieur Demire était menotté et emmené hors de la maison principale. Madison se mit à crier et à frapper à sa porte. « Ici, nous sommes ici, Américains, à l'aide !» En quelques minutes, sa porte fut enfoncée par un policier turc accompagné d'une Américaine d'une 40aine d'années portant une veste du FBI. « Madison Harper ?» demanda l'Américaine. « Je suis l'agent spécial Lisa Chen, du FBI. Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons vous sortir de là. » Madison s'effondra contre le mur, sanglotant de soulagement. « Comment m'avez-vous trouvé ?» L'agent Chen l'aida à se relever. « Votre colocataire Siena a signalé votre disparition lorsque vos messages ont cessé d'avoir du sens. Elle a dit que vous n'auriez jamais utilisé certaines expressions qui commençaient à apparaître dans vos textos. Notre unité cyber a retracé les messages jusqu'à une adresse IP à Los Angeles, à un homme nommé Alexei Petrov. Lorsque nous avons perquisitionné son appartement, nous avons trouvé des preuves d'un réseau de traite d'êtres humains. Il a dénoncé ses acheteurs pour éviter une peine plus longue. Monsieur Demire figurait sur cette liste.
Les 6 femmes ont été conduites hors de la résidence vers les ambulances qui les attendaient. Madison a appris que la descente avait été une opération conjointe de la police nationale turque, d'Interpol et du FBI. Le réseau opérait depuis plus de 5 ans, faisant passer clandestinement des femmes de toute l'Europe et d'Amérique du Nord vers de riches clients en Turquie et dans les États du Golfe. L'agent Chen est resté avec Madison pendant l'examen médical et le premier débriefing. Nous avons arrêté Petrov à Los Angeles, Demir ici, et nous travaillons à l'identification des autres membres du réseau. Vous avez eu beaucoup de chance, Madison. La plupart des victimes ne sont pas retrouvées aussi rapidement. Les autres femmes, dit Madison, celles que Petrov a trafiquées avant moi, savez-vous combien elles sont? L'expression de l'agent Chen s'assombrit. Nous enquêtons toujours, mais nous pensons qu'il y en a eu au moins 12 au cours des 4 dernières années. Nous nous efforçons de toutes les localiser. Madison passa la semaine suivante à Istanbul, où elle fit des déclarations détaillées aux enquêteurs et travailla avec un défenseur des victimes de l'ambassade américaine. L'affaire contre Petrov et Demir était solide, fondée sur les preuves fournies par le témoignage de Madison, les autres femmes secourues et les documents financiers saisis lors des perquisitions. Madison retourna à Los Angeles 2 semaines après la perquisition, accompagnée de l'agent Chen et d'une coordinatrice des services d'aide aux victimes. La ville était exactement la même, mais Madison se sentait complètement différente. La femme qui était entrée dans ce loft du quartier des Arts pour faire une séance photo n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait exactement à quelle vitesse une vie pouvait être détruite. Ses retrouvailles avec Sienna furent émouvantes et compliquées. Sienna se reprochait de ne pas avoir reconnu les signes avant-coureurs plus tôt, d'avoir été à Milan alors que Madison avait besoin d'elle. Mais Madison lui dit la vérité. Alexei Petrov était un prédateur professionnel qui avait passé des années à perfectionner sa technique. Il avait étudié ses proies, appris leur vulnérabilité et les avait exploitées avec une précision chirurgicale. Personne n'aurait pu prédire ce dont il était capable. L'attention des médias fut immédiate et écrasante. Une mannequin américaine sauvée d'un réseau de traite devint un titre qui suivait Madison partout. Le fait de blâmer la victime sous couvert d'inquiétude était presque aussi traumatisant que la traite elle-même. Carol, l'agent de Madison, tenta de lui obtenir des interviews, voyant dans cette publicité une opportunité pour sa carrière. Madison la licencia le jour même et engagea un avocat à la place. La procédure judiciaire avançait délibérément. Alexei Petrov a été extradé vers la Turquie pour y être jugé, où les preuves étaient les plus solides. Madison a témoigné par vidéoconférence depuis Los Angeles, décrivant en détail comment Petrov l'avait ciblé, manipulé et transporté à travers les frontières internationales. Lorsque le juge a rendu son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation, Madison a senti un poids dont elle n'avait pas conscience s'envoler. Petrov a été condamné à 28 ans de prison en Turquie, sans possibilité de libération anticipée. M. Demir a reçu une peine similaire, et toute son organisation a été démantelée. Aileen a été condamnée à 15 ans de prison pour son rôle dans le réseau, mais les victoires juridiques n'ont pas pu effacer les dégâts. Au cours de l'enquête, le FBI a identifié 11 autres femmes que Petrov avait fait passer en contrebande au cours des 4 dernières années. 7 ont été localisées et secourues. 3 sont mortes en captivité. Une n'a jamais été retrouvée. Les cauchemars ont commencé environ 2 mois après son retour. Elle se réveillait en hurlant, persuadée qu'elle était de retour dans la mallette, incapable de respirer ou de bouger. Des choses simples déclenchaient des crises de panique. Le bruit des loquets qui cliquaient, l'odeur du whisky, toute personne se tenant trop près d'elle dans un espace clos. Sa thérapeute, le docteur Sarah Okonkwo, spécialisée dans la guérison des traumatismes chez les survivantes de la traite, a aidé Madison à comprendre que guérir signifiait apprendre à vivre avec ce qui s'était passé plutôt que de le surmonter. Madison a complètement arrêté le mannequinat et a commencé à faire du bénévolat pour une organisation appelée Safe Passage, qui sensibilisait les jeunes femmes aux tactiques de traite. Elle a pris la parole dans des universités et des centres communautaires, racontant son histoire malgré la douleur que cela lui causait. Son message était simple.
La confiance doit se gagner avec le temps. Elle ne doit pas être accordée librement à de charmants inconnus. Vérifiez tout, dites aux gens où vous allez, écoutez votre instinct. En 2023, 2 ans après son sauvetage, Madison a publié un livre intitulé Through the Lens, How a Photoshoot Became a Trafficking Nightmare, à travers l'objectif, comment une séance photo s'est transformée en cauchemar lié à la traite des êtres humains. Elle a reversé tous les bénéfices à des organisations qui soutiennent les victimes de la traite. Le livre lui a valu d'être invité à prendre la parole aux Nations Unies et de collaborer avec le FBI pour élaborer du matériel de formation destiné au personnel de sécurité des aéroports. Aujourd'hui, Madison vit à Portland, dans l'Oregon, loin de l'industrie de Los Angeles qui n'avait pas su la protéger. Elle travaille à plein temps comme militante et éducatrice, reconstruisant lentement sa vie selon ses propres conditions. Elle a encore des jours difficiles, où il lui semble impossible de quitter la maison, où faire confiance à quelqu'un lui semble insensé. Mais elle a aussi de bons jours, lorsqu'elle reçoit des messages de jeunes femmes qui lui disent que son histoire les a sauvées d'une situation dangereuse. Madison Harper a aujourd'hui 30 ans. La femme qui rêvait autrefois de découvrir le monde grâce au mannequinat a vu plus de noirceur dans le monde que quiconque ne devrait avoir à voir. Mais elle a refusé de laisser cette noirceur la définir. Elle a choisi de devenir une lumière pour les autres, un avertissement et un guide pour toutes celles qui pourraient être prises pour cible, comme elle l'a été. Et dans ce choix, elle a trouvé une sorte de paix qu'aucune carrière de mannequin n'aurait jamais pu lui apporter.